Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais un petit update. J'ai commencé la vidéo hier soir dimanche et je la termine ce matin lundi. Donc du coup, sur les indices, en fait, on casse les petits supports. En fait, on est sur des supports majeurs, mais on ouvre plus bas que la semaine dernière. Donc le SP500, on va sûrement aller visiter l'objectif de vers 6550. Sachant que le Nasdaq, ça y est, on est aussi dessus sur les futurs. Donc les deux indices sont à peu près alignés maintenant, tous les deux sur des supports intermédiaires. Donc on va voir aujourd'hui si ça rebondit sur ces niveaux ou si ça va plus bas. L'Allemagne et la France perdent beaucoup là en préouverture. Donc sur l'Allemagne, on est déjà à moins 3,7%, sur la France à moins 3,2%. Mais pareil, on n'est pas loin de support important sur l'Allemagne, donc avec encore 1 ou 2% de baisse possible. Donc voilà, ça ouvre en baisse, enfin en tout cas pour le moment, la pression est baissière, mais sur des supports, donc potentiel rebond technique aujourd'hui à suivre. Donc pour le reste de l'analyse un peu plus complète sur du moyen terme, je vous laisse regarder la suite. Deux mots sur la situation à Dubaï parce qu'on entend beaucoup de bêtises. Donc globalement ça va bien, on est bien protégé, on se sent pas terriblement en danger. Donc voilà, ce qui nous agace le plus, c'est les commentaires des influenceurs ou des gens qui veulent se faire un peu mousser pour raconter leur périple, leur retour de Dubaï, tout ça. Ça nous paraît un petit peu surréaliste quand on vit sur place depuis un moment. C'est comme ça. En tout cas, évidemment, on espère que ça va pas durer pour toute la région et pour l'économie en général. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, en fait, j'ai perdu la moitié de ce que j'avais fait hier, donc je vais vous le refaire rapidement. Sur donc le SP500, là, on est en clôture hebdomadaire. On a clôturé vendredi au-dessus du petit support. On a vu que ce matin, ça risquait d'ouvrir en dessous et qu'on va chercher notre premier objectif majeur vers 6550. Donc, je vous affiche maintenant les moyennes mobiles qui sont intéressantes. La noire, là, c'est la 200 jours, la gris foncé, la 50 jours, et la gris claire, la 20 jours. Donc, on va être là sur la 200 jours. Donc, la moyenne mobile 200 jours, elle est très, très importante pour les investisseurs de moyen long terme qui ont des suivis de tendance. C'est vraiment un point d'achat. Donc, c'est un point d'entrée d'investissement. Donc là, je pense qu'il y aura quand même un petit peu de monde, malgré le stress ambiant, qui pourrait acheter sur ces niveaux. Donc, on pourrait tout à fait avoir des rebonds techniques cette semaine. Alors, si à contrario, on a un sell-off et qu'on casse, là, il y aura un effet d'engrenage à la baisse parce que les acheteurs n'achèteront plus et tout le monde vendra. Donc, on risque d'aller assez rapidement chercher le niveau suivant. Donc, avec encore 6, 7, 8% de baisse supplémentaire. Et si c'est le cas, là, ça sera important. On se retrouvera donc assez loin en dessous de la moyenne mobile de 100 jours. Et si on la récupère pas rapidement, du genre des bottoms, comme on a fait pour les tarifs, comme on avait fait pour le Covid, etc., on pourrait avoir un mouvement de consolidation plus long, où on va retester la moyenne, mais on reste en dessous. Et à ce moment-là, on casse et on fait le scénario où, au final, sur l'année, on peut perdre jusqu'à 30%. Ça peut durer 9 mois, 12 mois, 15 mois, bon, voilà. Donc, on ne sait pas encore. Chaque chose en son temps. Là, on est sur ce petit support intermédiaire qui peut créer du rebond. Et voilà, on va monitorer ça semaine après semaine. Sur le Nasdaq, on est dans la même config, hein, c'est exactement pareil. Sur le dollar, donc ça c'est le dollar index. Donc je vous avais dit il y a quelques temps, attention, le dollar n'est pas mort. Et effectivement, là, il se reprend, parce que ça reste une valeur refuge, c'est très liquide. Et donc, quand les investisseurs commencent à avoir peur, ils achètent quand même du dollar. Mais on est sous des résistances importantes, donc on pourrait quand même consolider dans ce coin-là. Il y a un petit potentiel encore hein, de hausse du dollar qui ne remettrait pas en cause la consolidation, donc on peut prendre 2-3%. En revanche, si ça casse bien, là, on aura un potentiel de hausse plus important. Ce qui veut dire que sur l'euro-dollar, on aura un potentiel de baisse plus important. Donc là, on pourrait tout à fait aller chercher un 13, un 14, voire un petit peu plus bas, ouais, un 13, un 14. Et qu'on reste dans une situation de range qui s'écarte. Hein, donc ça montre aussi l'incertitude. On fait des plus hauts et des plus bas plus bas. Ça serait pas un franc signal de continuation. Il va peut-être falloir que ça prenne un petit peu plus de temps, qu'on réduise la volatilité et là qu'on redonne la direction. Mais moi, mon scénario n'a pas changé. Je joue toujours un renforcement du dollar dans les prochaines semaines. Donc j'avais pris un put vers les 17
La ligne violette, c'est mon point mort sur le put, donc là je suis bien en profit et j'attends. J'espère que ça baisse un peu plus pour racheter un call en face et ensuite être gagnant quoi qu'il arrive. Je laisse faire le marché et s'il y a un gros mouvement dans un sens ou dans l'autre, je suis gagnant. Donc ça, c'est des stratégies sur option qui peuvent être intéressantes quand on est un peu patient. Donc en 4 heures, après, je surveille les signaux. J'aime bien quand le RSI 4 heures donc va sous les 30 et reprend le niveau. Ça peut être pour moi un prix d'entrée, mais j'avais pas pris ici parce que je trouvais que le niveau de prix n'était pas très pertinent. J'attends une baisse supplémentaire. Donc je surveillerai le prochain mouvement si on repasse en dessous et qu'on réintègre. Si on est sur une résistance, alors on sera pas aussi bas. Mais si on est par exemple sur du 1,11, ça serait bien. Et là, clairement, il y aurait une potentialité de rebond. Et je prendrai un petit call à ce moment-là en face de mon coût. Sur le Bitcoin, on a fait la semaine dernière une tentative de rebond. On est allé tester la moyenne mobile à 50 jours. Ce matin, on est en légère hausse, mais pareil, moi j'ai pas changé mon scénario. J'attends une dernière jambe de baisse sur laquelle je vais rentrer en investissement sur le Bitcoin. Voilà, j'ai mis pas mal d'ordre à la baisse. Donc pareil, je suis patient tant que on n'est pas à la limite même sous 77 000, même si ça remonte cette semaine encore. Tant qu'on reste sous 77 000, je change pas mon scénario. Donc je fais rien à court terme, je fais pas de spéculation sur le Bitcoin. J'ai une approche moyen terme ici. Sur l'or, pareil, malgré les tensions, on voit que on est allé tenter de reprendre les plus hauts, mais on a été quand même rejeté. Là, on est plutôt en baisse ce matin. Donc toujours mon scénario où je vais aller chercher aux alentours de 4300 avant de revenir sur l'or et sur l'argent. Même principe, on a fait un rebond mais on a été rejeté. Et donc j'ai toujours un objectif au minimum de 55 $, voire jusqu'à 45. Et là c'est pareil, j'ai des ordres pour entrer en investissement moyen terme. Pour finir, je vous parle de Nvidia. Alors Nvidia, je vous la montre là c'est du annuel. Donc chaque chandelier représente un an de cotation. On est évidemment en échelle logarithmique. Donc Nvidia, il y a eu deux périodes dans la vie de l'entreprise. La première période, bon d'abord il faisait des cartes graphiques de jeux vidéo, etc. Et puis c'est une entreprise qui a une vraie histoire, un patron avec une vraie vision, tout ça. La force de leur carte graphique, il a compris que on pouvait faire beaucoup d'autres choses avec. Donc d'abord ça a été la crypto-monnaie, mais aussi le big data. Et donc la première histoire de Nvidia entre 99 et 2012, voilà, bon, c'est assez volatile, très volatile, mais bon, il y a des choses à faire. Et puis il y a une pente, on va dire, d'évolution qui est assez, enfin qui n'est pas aussi forte qu'à partir de 2013-2014. Donc là, c'est la deuxième histoire où on prend une pente beaucoup plus importante. Alors à cette époque-là, il y avait pas mal de petits acteurs entre guillemets du private equity, donc petits, ils levaient quand même quelques centaines de millions là, chaque année pour concurrencer Nvidia parce que les marchés, les gens du secteur savaient que ça serait absolument explosif. Mais au final, c'est Nvidia qui a gagné la bataille. Et donc on a eu comme ça des années des belles années de hausse avec des petites corrections au milieu, donc en 2018, en 2022. Alors, quand je dis petite correction, en 2018, entre le plus haut et le plus bas, on avait quand même perdu 57%. En 2022, entre le plus haut et le plus bas, on avait perdu 64%. Bon. Donc, vous voyez où je veux en venir. Moi, je pense que Nvidia est arrivé peut-être sur une année là, où on peut avoir une correction du même ordre, ce qui serait assez logique par rapport aussi à son stade de développement économique. Et donc, je ne serais pas du tout surpris que cette année, on perde 50, 60, et même si je pousse le bouchon un peu plus loin, 70, 80%. Mais en tout cas, 50, 60%, je pense que ça serait vraiment pas une difficulté, et en plus, ça remettrait pas en cause la tendance haussière de fond qu'on voit avec je suis passé en mensuel, qu'on voit avec ces obliques là. Mais le marché a changé. Enfin, le marché est en train de changer. Alors, j'ai fait quelques recherches sur l'intelligence artificielle que j'utilise dans Investing Pro, mais vous trouverez la même chose sur Google, sur l'IA de Google si vous n'avez pas Investing Pro. Je vais poser des questions sur cette entreprise. Et donc, quels étaient les risques? Alors, il y a plusieurs risques différents. Il y a d'abord le risque Nvidia est un pure player
et il dépend des cycles industriels et surtout des investissements dans l'IA de la part des hyperscalers. Et qu'il suffit d'un petit ralentissement pour X raisons pour que le taux de croissance ralentisse et que forcément même si elle n'est pas vraiment survalorisée par rapport au PI Nvidia en ce moment, par rapport aux résultats attendus, évidemment il peut y avoir un impact assez fort si les attentes en termes de croissance ralentissent. Mais pour moi c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est la concurrence des géants qui commencent à développer leur propre technologie, donc Google, Amazon, Meta. Et ça, à mon avis, c'est important parce qu'aujourd'hui, ils représentent 5 ou 10% du marché chacun, mais évidemment, ça risque de prendre de l'ampleur. Il y a aussi un risque de régulation. Plus de 1200 projets de loi sur l'IA aux États-Unis qui pourraient freiner l'expansion. Risque de concentration, on l'a dit, pour Nvidia, plus de 80% du chiffre d'affaires provient de l'infrastructure IA. Et sur les risques purement technologiques, moi j'y connais pas grand-chose, mais voilà, alternative émergente, la menace XPU. Donc, les cloud providers comme Google, Amazon, Meta développent déjà leur propre puce IA pour réduire la dépendance à Nvidia et optimiser leur efficacité énergétique. XPU, cette nouvelle génération de puces hybrides, CPU, GPU, accélérateur dédié, pourrait s'imposer, offrant plus de flexibilité et parfois meilleur rapport performance-prix pour certaines tâches IA. Puces spécialisées, ASIC, TPU, FPGA, moi ça me parle pas, mais peut-être un peu plus. Pour des applications précises comme l'inférence à grande échelle, ces composants surpassent parfois les GPU Nvidia. Avec une désuétude possible, des cycles d'innovation rapides, fragmentation des besoins IA, certaines applications privilégieront la faible consommation, d'autres la puissance brute ou la latence minimale. Et aussi le risque logiciel et écosystème. Si les développeurs migrent vers de nouvelles plateformes logicielles moins dépendantes de CUDA, je sais pas comment on prononce, qui est l'atout maison de Nvidia, l'avantage concurrentiel pourrait s'éroder. Donc ça c'est un petit résumé, on en a parlé, et sur les chiffres, donc aujourd'hui Nvidia, c'est plus de 80% du marché d'IA, mais Google est environ à 10%, déjà Amazon 5%, Meta, Apple, Microsoft réunis, un peu moins de 5%. Donc, voilà, le marché est en train de se normaliser, enfin, et peut-être sur cette pente de normalisation, où Nvidia perd vraiment sa domination absolue, et qu'il y a une concurrence qui se met en place. Et forcément, la concurrence, ça met de la pression sur la croissance, ça met de la pression sur les marges. Et à ce moment-là, Nvidia, oui, pourrait perdre 50-60%. Et en plus, vraiment, ça serait, quand on voit la tendance de long terme, si on prend, ne serait-ce qu'à partir de 2013, d'ici 2012, bon, on est à 75 000% de performance. Donc même si on perd 50%, on serait encore à 30 000% de performance. Bon, c'est pas tellement un gros problème. Et je vous dis, même si vraiment ils sont en difficulté, en tout cas que le marché estime que qui peuvent être en difficulté par rapport à la concurrence ou au choix des consommateurs. Donc même si on perd 80%, on serait encore dans une dynamique haussière de long terme. Donc voilà, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais pour moi, ça serait tout à fait naturel qu'on soit un petit peu au bout du cycle, ce qui correspond graphiquement au fait qu'on est sur cette oblique quand même qui est une tendance avec une pente extrême en échelle logarithmique et qui se justifie par des raisons fondamentales. Donc à suivre, moi ce qui est sûr c'est que je n'achète pas Nvidia sur ces niveaux et je garde en tête ce scénario plutôt de correction. Pour moi le minimum du minimum sur Nvidia c'est 20% de baisse. Je sais pas si peut-être je commencerai à ouvrir une ligne autour des 138-140. Je préférerais qu'on aille plutôt vers les 100, 105, voire 95, donc là on serait à 45% de baisse. Là c'est sûr que sur ces niveaux, même 50% vers 90, là c'est sûr que je rentrerai plus massivement. Et si jamais on doit aller plus bas, on ira plus bas et je rajouterai encore. Mais le plus vraisemblable, c'est minimum 20%, probablement 50%, et on verra ensuite. En tout cas, c'est mon scénario. L'avenir me dira si j'avais raison ou pas. Voilà pour cette présentation. Alors là, je vais vous présenter des valeurs que j'estime être défensives ou en tout cas potentiellement un petit peu contracycliques en cas de baisse du marché action et sur lesquelles j'ai commencé à rééquilibrer un petit peu mon portefeuille. Donc sur la répartition du portefeuille, je m'autorise à aller jusqu'à 50% de la valeur du portefeuille en action, enfin en valeur dite défensive ou contracyclique.
Sachant que sur la partie offensive, je m'autorise à aller jusqu'à 100%. C'est-à-dire qu'au total, je pourrais avoir un portefeuille avec un levier de 1,5. Donc, par exemple, si j'ai 100 000 euros, je peux avoir jusqu'à 150 000 euros de position simultanée. Donc, c'est un levier qui est raisonnable parce que il faudrait une baisse simultanée 66% sur l'ensemble des lignes pour que on se retrouve à zéro. Donc, ça laisse le temps évidemment de couper ses positions au fur et à mesure sur des niveaux techniques. Et le fait d'avoir quand même un petit levier de 50%, ça peut dynamiser la performance du portefeuille. Donc, sur ces 50% de valeur défensive, je compte mettre, enfin, la répartition théorique à terme, ça serait 40% d'obligations, 30% sur les valeurs foncières, l'agriculture et les matières premières, 20% sur les mines, l'or et l'argent, et 10% sur des ETF thématiques, enfin des ETF actions défensives. Donc, je vais vous montrer les valeurs sur lesquelles j'ai commencé à constituer les lignes, pas à 100% de montant, mais j'ai commencé quand même à constituer. Donc, la première, c'est les bons du Trésor américain. Alors ça, c'est évidemment le graphique qui fait rêver, hein, on voit la tendance haussière, mais la performance n'est pas si extraordinaire en absolu. Depuis septembre 22, on a une reprise haussière, on a fait 17% de performance. En plus, c'est en dollars, donc voilà, il y a éventuellement un effet de change. Mais on va dire que c'est quasiment du cash, et ça permet quand même d'avoir un petit revenu, enfin une petite hausse. Alors si je les mets en bougie, on voit que on a l'impression qu'il y a une grosse volatilité, mais c'est pas vrai, ça c'est des anomalies d'affichage. Et en vrai, voilà, la progression elle est de 1 ou 2 centimes par jour, donc c'est stable. Tant que ça reste au-dessus de la moyenne mobile 20, il n'y a aucune raison de ne pas être dessus. Voilà. Les taux, la pente s'est un petit peu réduite, mais on est quand même toujours positif et ça continue à gagner. Donc ça, c'est vraiment des obligations, enfin les bons du trésor, c'est censé être ce qu'il y a de moins risqué. Ensuite, les bons du trésor américain, mais à 20 ans. Donc ça, c'est beaucoup plus risqué parce que l'effet des taux sur le prix des obligations a un impact important. On voit par exemple que depuis les plus hauts de 2020 jusqu'au plus bas de 2023, on a perdu 54%. Donc là, il y a beaucoup plus de volatilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est potentiellement contracyclique si on compare avec le cours des actions. On voit que quand les actions ont augmenté, bon, ça a continué à baisser, mais à l'inverse, il peut y avoir des moments où justement les indices baissent et les obligations montent. Donc il peut y avoir une forme d'aspect contracyclique avec ça. Et surtout, je trouve que c'est sur des niveaux de support intéressants. Donc moi, j'accumule dans cette zone. Évidemment, si on passe sous les 83, là, il y aura un signal technique probablement de continuation baissière. Et donc, on est à un peu plus de 5%, donc le stop, il est quand même assez serré. Donc, je trouve que là, c'est un bon point d'entrée. Ensuite, on a le même principe sur les obligations de UK. C'est un peu la même configuration, avec une belle configuration graphique, donc pareil, j'accumule ici. VAGF, c'est un mélange d'obligations d'État et d'obligations d'entreprise peu risquées. Donc bon, on a une tendance haussière qui a déjà débuté. On a cassé une résistance, on est dans ce canal haussier, donc pareil. Et là, on est au-dessus des moyennes mobiles, donc on peut rentrer là et avec des stops pareils qui sont pas trop éloignés, quoi. Hein. Alors de 3%. Bon, il n'y a pas un potentiel énorme, ça bouge plus lentement parce que là, il y a du court terme, du moyen terme, du long terme, donc c'est moins volatile. C'est le même principe avec AGG, c'est Aggregate Bond, donc un mélange de différentes obligations. Alors, sur le précédent, on était en euros, d'accord, et AGF, alors que AGG, on est en dollars. Donc, c'est pour ça que c'est pas exactement pareil, c'est la différence du taux de change. Celui-là, LQD, c'est cette fois des obligations d'entreprise, investment grade, donc assez peu risqué, où on est dans une consolidation depuis fin 2022 et une compression de la volatilité. Donc si ça part vers le haut, pareil, il y a un potentiel intéressant. J'ai aussi sélectionné des obligations high yield, mais là je vous le présente pas parce que
elles sont plus corrélées aux actions et qu'on n'est pas dans des points d'entrée, à mon avis, pertinents pour le moment. Donc je vous en parlerai si ça baisse et qu'il y a des points d'entrée plus adaptés. Ensuite, Weyerhaeuser. Alors ça, c'est le domaine des forêts et l'industrie du bois. Donc on n'a pas de signal technique, mais on a quand même rebondi sur le 21. On est allé jusqu'à 27, donc on a fait un beau rebond et on stabilise aux alentours de la moyenne de 100 jours. Donc là, je suis rentré, pas toute la position parce que il n'y a pas encore de tendance haussière confirmée, mais une partie de la position. Et si on a un signal de hausse en dépassement des 27,5, 28, à ce moment-là, je compléterai ma position. RYN rayonné, c'est le même principe, c'est la même industrie, bois et forêt. Donc là, on est un peu plus faible, mais potentiellement sur un niveau de long terme qui avait été testé plusieurs fois. Donc pareil, j'ai ouvert et j'accumulerai en cas de signal technique. Là, il y a un peu plus de trajet à faire. Mais il y en a un autre que je vous présente pas, c'est le REET parce que c'est Real Estate et Warehouse. Donc là, on est dans l'immobilier et les entrepôts, la logistique. Donc là, ça c'est plus cyclique et ça risque de baisser à court terme si les indices baissent. Mais ça peut être intéressant dans un portefeuille diversifié. Je vous en parlerai quand il y aura des points d'entrée. Alors, ISAE, c'est le domaine de l'agriculture, mais ce sont des entreprises dans le secteur de l'agriculture. Donc, on n'a rien fait depuis 2023. On latéralise et là, on avait une belle sortie, une belle cassure. On est au-dessus des moyennes mobiles. Donc, bon, j'étais déjà rentré avant, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas encore trop tard. Là, on est sur la moyenne à 20 jours. Peut-être qu'on va aller tester à 50 jours. Et tant qu'on est au-dessus de la 200, de toute façon, on peut accumuler ici. Et ça, c'est intéressant parce que c'est relativement contracyclique. Ensuite, ça c'est les terres rares. Ah non, les terres rares, bon, c'est pas le meilleur timing parce que on a déjà pris depuis juin 2025, on a déjà pris 182%. Mais bon, c'est un petit peu comme, c'est le domaine des mines, hein, et les mouvements peuvent être très violents. Donc il y a sûrement, enfin, en tout cas moi, j'ai ouvert une petite ligne parce que on est dans une tendance haussière qui est déjà installée. Je l'ai ouverte un peu tard, mais si ça revient sur la moyenne mobile à 200 jours, ça fait quand même une baisse de l'ordre de 30%. À ce moment-là, je compléterai. GDX, c'est pareil, mais c'est des mines d'or, donc pareil, même principe, on a déjà énormément pris. Bon, on est sur les moyennes mobiles courtes. Pareil, si ça tombe, si ça perd 25%, j'en rajouterai. Sur l'argent et sur l'or, sur les ETF, j'en ai déjà parlé. Moi, j'ai des points d'entrée qui sont bien en dessous des niveaux actuels sur l'or et l'argent. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai pas changé mon avis. Donc là, j'ai ouvert pour prendre date, mais je pense que ça peut quand même baisser à court terme. Alors, tout ce qui est matière première, là, j'en ai sélectionné 3 qui sont proches, mais pas complètement identiques. Alors, j'avais noté le détail du contenu. Donc, le COMO, COMO. Donc là, on voit clairement qu'on est dans une tendance haussière. Donc, c'est le pétrole qui tire beaucoup en ce moment ces indices. Et justement, le COMO, il est équipondéré en pétrole, gaz naturel, essence, fuel, aluminium, zinc, cuivre, nickel. Voilà, donc il y a 8 valeurs équipondérées. Donc là, on peut rentrer. Enfin, le mouvement pourrait être assez rapide dans le temps, mais assez explosif. DBC, alors DBC, Commodity Index, donc il est assez proche, mais alors on a principalement, il est surpondéré en pétrole, gaz naturel, essence et fuel. On a aussi de l'or et de l'argent. On a de l'aluminium, du zinc, du cuivre, et même un peu de maïs, blé, soja, sucre. Mais je voulais donner dans l'ordre des pondérations, c'est quand même surtout pétrole, gaz naturel. Voilà, donc pour l'instant, il performe un peu moins bien que le commodity, mais il a la même tête, on va dire. SXRS, lui, ressemble beaucoup plus au Como. Et alors lui, il est 30% en énergie, donc pétrole, gaz naturel, 20% en grains, soja, maïs, blé, 20% en métaux précieux, or et argent, 15% en métaux industriels, cuivre, aluminium, zinc, nickel,
10% dans ce qu'on appelle les denrées coloniales, c'est-à-dire le café, le sucre, le coton, et enfin 5% dans le bétail. Voilà, donc bien diversifié. Donc ça, c'est tout ce qui est matières premières. Historiquement, c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir quand les marchés baissent parce qu'ils peuvent eux augmenter très fortement. Mais attention, ça peut aller assez vite. Il faut pas forcément traîner ensuite. Quand on repasse sous la moyenne mobile à 200 jours, à ce moment-là, il vaut mieux sortir. Je vous en présente un. Alors lui, il fait pas partie de mon portefeuille défensif. Il fait partie de mon portefeuille offensif, mais là en ce moment, comme ça baisse, c'est pas le moment de rentrer. À part sur Amérique latine, qui a bien performé et qui à mon avis a un gros potentiel. Donc là, on est en mensuel. On est passé sous la moyenne mobile 20 jours. On a testé la 50 jours. Donc là, j'ai ouvert une petite ligne et il y a des supports pas très loin vers 5-6% et éventuellement 15-16% là autour de la MM de 100 jours. Donc si jamais on y retourne, là je compléterai. Je pense qu'il y a du potentiel euh, sur l'Amérique du Sud en 2026-2027. Il y a un autre thème que j'ai sélectionné dans le portefeuille offensif, c'est tout ce qui est robotique, mais ça avait déjà beaucoup monté. Donc là j'attends des retours à la moyenne pour rentrer et je vous en parlerai à ce moment-là.